L'atome, source de tout, à la base de la matière, capable d'alimenter une ville en électricité, tout comme d'en raser une autre le lendemain. C'est quand même fascinant de se dire qu'avec si peu de... Non, on va pas se la jouer découvertes et merveilles, hein. Aujourd'hui on va parler de déchets radioactifs. Alors tu vas doucement lever les doigts de ton clavier, on n'est pas là pour dire si le nucléaire c'est bien ou pas bien. On va plutôt essayer de voir ce qu'on peut faire avec les déchets qui sont déjà là. Tout le monde est d'accord pour dire que ça peut être dangereux, hein. C'est un fait. Mais qu'on soit pour ou contre, il faut quand même bien faire quelque chose de ces déchets. Et justement, j'ai été contacté par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs pour essayer de comprendre ce qu'on fait de ces déchets. Encore une fois, c'est pas une vidéo pour dire si c'est bien ou non, mais plutôt pour se demander ce qu'on peut faire. Je vais être honnête, avec tout ce qu'on m'a présenté, c'était un peu compliqué de pas juste faire vitrine publicitaire. Et un souci auquel je m'attendais pas, c'est le refus des associations antinucléaires de prendre part à la vidéo. En même temps, c'est une commande d'une agence qui gère du nucléaire d'une manière ou d'une autre. C'est de la com. Et je peux comprendre que Greenpeace ou Sortir du nucléaire n'ait pas forcément envie d'en faire partie. Mais les différents interlocuteurs que j'ai eus m'ont quand même donné quelques explications et filé de la lecture que je vous mettrai en description. Le but de cette vidéo, c'est d'essayer, je dis bien essayer, de rester le plus neutre possible, juste parler d'un sujet dont on parle pas tant que ça, sur lequel il y a beaucoup d'idées reçues, mais qui ont quand même une importance pour chacun d'entre nous. Les sites que j'ai visités sont d'ailleurs totalement accessibles au public. Alors je tiens à rappeler que cette vidéo n'a pas de but militant, j'ai le mot final sur mon script, et je suis pas là pour vous dire que stocker des déchets sous terre, c'est trop bien, ou au contraire, c'est la pire idée qui soit. Bref, du coup, c'est quoi les bails ? Avant de parler de déchets, ce serait pas mal d'essayer de revenir sur cette fameuse énergie nucléaire et essayer de comprendre un peu plus de quoi on parle. En 1896, un type du nom d'Henri Becquerel découvre la radioactivité, ou le fait que le noyau d'atomes instable se transforme en d'autres atomes en libérant de la matière et de l'énergie. Mais il était loin de se douter de l'impact que sa découverte aurait sur le monde. Comme pour beaucoup de choses de la vie de tous les jours aujourd'hui, le nucléaire à la base s'est développé pour un usage militaire. Les Américains lancent le projet Manhattan en 1939 en récupérant des chercheurs d'un peu partout, y compris des scientifiques fuyant l'Allemagne nazie, ou qui auraient participé aux activités nazies d'ailleurs, via l'opération Paperclip. Dans le tas, on compte notamment Albert Einstein. Le projet aboutira à la première bombe atomique. Bombe qui mettra un terme à la Seconde Guerre mondiale en s'écrasant sur les villes d'Hiroshima et Nagasaki au Japon. Mais on se rend vite compte qu'on peut faire plus que faire péter des trucs avec autant d'énergie. En France, c'est en 1945 qu'on s'y met avec la création du commissariat à l'énergie atomique. Faut dire qu'on était un peu occupé avant. Et cette fois-ci, on est sur de la recherche exclusivement à but civil. En 1955 est lancée la construction du premier réacteur nucléaire français à Marcoule, dans le Gard, où on produit pour la première fois en France de l'énergie nucléaire. Puis suivront les centrales de Chinon, Brénilis, Saint-Laurent, Bugey et une vingtaine d'autres. Alors si toutes les premières centrales ont aujourd'hui été arrêtées, il en reste encore 19 en activité. Et l'énergie nucléaire représente 77% de la production d'électricité en France. Mais le nucléaire, ça sert pas qu'à ça. Le nucléaire a aussi des applications militaires, comme on en a parlé un peu plus tôt, que ce soit pour des bombes ou tout simplement pour alimenter des sous-marins nucléaires. Et on s'en sert aussi en milieu médical, pour tout ce qui est scanner par exemple. Alors je vais pas me lancer dans de grandes explications sur comment ça fonctionne, parce que j'en serais tout simplement incapable. Mais une chose est sûre, toutes ces utilisations produisent des déchets radioactifs, donc potentiellement dangereux, dont il faut s'occuper. Ici, on va parler du cas de la France. Comme on l'a dit, la France s'est intéressée au nucléaire dès la sortie de la Seconde Guerre mondiale, et de fait a aussi très vite produit des déchets. Dans un premier temps, à peu près tous les pays immergent leurs déchets dans l'océan, le tout supervisé par l'Agence pour l'énergie nucléaire. Alors ça peut paraître taré comme idée, mais à l'époque c'était la solution qui semblait la moins dangereuse. De son côté, la France va mettre plus de 14 000 tonnes de déchets de faible et moyenne activité à la flotte, entre environ 400 et 5300 mètres de profondeur, à 370 km des côtes espagnoles et environ 900 km au large de la Bretagne. En 1969, un centre destiné aux recherches sur la gestion des déchets nucléaires est créé dans la Manche. C'est le CSM, sous la gestion du CEA. Puis en 1979 est créé un établissement public dédié, l'ANDRA. L'ANDRA, donc, c'est l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Alors ouais, le sigle est quand même plus ou moins approximatif, C'est eux qui sont chargés en France de s'occuper du traitement des déchets, et vu notre consommation, il devrait avoir du boulot. Alors je suis donc allé sur 3 sites d'enfouissement de déchets radioactifs. Le futur site du projet CIGEO à Bure, à la limite de la Meuse et de la Haute-Marne, ainsi qu'au CIRES et au CSA dans l'Aube. Alors encore une fois, j'ai pu poser les questions que je voulais, même si les réponses étaient toujours relativement formatées, ou du moins bien rodées. Alors déjà, dans un premier temps, on va se demander,
à quoi ça correspond des déchets radioactifs? Parce que bon, on a tous un peu l'image d'un baril qui laisse fuiter un liquide vert fluo, et ce petit baril en mousse anti-stress qu'on m'a filé là-bas n'est pas pour aider à changer cette image. Il y a une définition précise du déchet en France. Donc on parle bien de déchets ultimes qui sont ni réutilisables ni retraitables. Alors il y a 5 catégories de déchets en France. Dans les faibles et moyennes activités, effectivement, on a des vies courtes et des vies longues. D'accord ? Contrairement aux hautes activités où la puissance de cet élément est tellement importante que là, il n'y a pas de notion de vie courte ou vie longue. D'accord. Voilà. Il y a les faibles activités à vie longue, qui sont des déchets qui proviennent de l'ancienne génération de réacteurs, et puis d'autres déchets qui proviennent de la période Marie Curie, où on a créé plein d'objets avec de l'américium et du radium. Donc on parle de détecteurs de fumée, on parle de paratonnerres, il y a eu des fontaines au radium, des traitements parapeutiques avec des aiguilles. Et puis ensuite, on a les déchets de moyenne activité à vie longue et haute activité. C'est le combustible qui est utilisé actuellement dans nos centrales, donc il va être retraité, et donc on va avoir des déchets qui sont issus de ce retraitement. Après, comment on calcule les vies longues, comment on calcule les vies courtes? On a un radioélément en France qui est le césium 137 qui va déterminer finalement pour nous les vies courtes ou les vies longues. Ça peut être un autre radioélément dans d'autres pays d'ailleurs. Donc nous, on va partir du césium 137. La définition de la demi-vie, c'est la période durant laquelle le radioélément il va perdre la moitié de son intensité. Pour le césium 137, c'est 30,2 ans. Alors au bout de 30,2 ans, il va perdre la moitié de son intensité. Ça ne veut pas dire qu'il restera plus dangereux, il va falloir attendre 10 périodes. 10 périodes de 30,2 ans. Donc 300 ans. Et c'est ce qu'on va se baser là-dessus pour les périodes de surveillance sur les centres de stockage pour des déchets à vie courte. Alors la discussion retourne très vite sur le stockage, mais du coup voilà, on se retrouve avec plusieurs types de déchets qui ont besoin d'être gérés de manière différente, d'où le fait qu'il y ait plusieurs sites. Du coup, concrètement, c'est quoi les bails de ces sites? En visitant les 3 installations, vous avez déjà presque tout compris. Tous les déchets radioactifs sont dangereux, mais ils ne sont pas dangereux au même niveau de dangerosité, et donc la solution de gestion de ces déchets est forcément différente. Pour faire très simple, plus ils sont dangereux, plus il faut les éloigner de la surface, par exemple, et donc les stocker en profondeur. Moins ils sont dangereux, plus on peut les mettre proche de la surface avec des solutions de gestion qui peuvent être plus simples et donc moins coûteuses. Mais dans tous les cas, l'objectif reste le même, c'est protéger l'homme et l'environnement évidemment d'aujourd'hui, mais également l'homme et l'environnement de demain de la dangerosité de ces déchets. Ces déchets viennent principalement de l'industrie électronucléaire, c'est-à-dire les centrales d'une part, mais également les usines en amont et en aval, que ce soit pour fabriquer par exemple le combustible ou autre, ou le retraiter derrière. Mais nous avons également une partie des déchets qui vient d'autres activités industrielles. Par exemple, la fabrication d'éléments, d'écrans ou de choses comme ça peut générer des déchets radioactifs. On a également des déchets qui viennent des hôpitaux, des laboratoires de recherche. Alors, ce sont de faibles volumes comparés au volume des déchets produits par l'industrie électronucléaire. Mais d'un côté, on a 3 producteurs qui représentent à peu près 90% des volumes, et on a quelques centaines de producteurs ou de détenteurs de déchets qui livrent et qui représentent les 10% restants que nous prenons en charge chaque année. CIGEO, donc le stockage profond, c'est le nom qu'on lui a donné, CIGEO, c'est un stockage qui est conçu aujourd'hui pour recevoir l'ensemble des déchets radioactifs, les plus radioactifs qu'on a produits depuis qu'on a des centrales jusqu'à leur fin de vie. Et là, il y a différents scénarios. On peut imaginer que toutes les centrales tournent pendant 50 ans. On peut imaginer qu'elles tournent plus longtemps. On peut imaginer aussi que, comme vous dites, que ça s'arrête du jour au lendemain. Et évidemment, il faut que le stockage puisse être flexible et prendre en compte ces évolutions de la politique énergétique. Mais finalement, c'est que sa taille qui va varier. Parce que les déchets, on va continuer à en produire jusqu'à ce qu'on arrête ces réacteurs. Mais c'est sûr que c'est des scénarios qui sont à l'étude parce que ça va changer le contenu de l'installation souterraine. Alors dit comme ça a l'air assez safe, ou du moins ça a l'air d'être la meilleure solution qu'on ait pour l'instant. Bon, déjà, c'est un sujet qui fait polémique quoi qu'il arrive, même si les 4% des déchets les plus dangereux sont enfouis 500 mètres sous terre, c'est compréhensible que des gens ne veuillent pas avoir ça chez eux. Plusieurs collectifs se sont montés contre le projet de Bure, certains se sont même installés sur place et manifestent régulièrement, plus ou moins dans le calme. On a encore pas mal d'années devant nous et aujourd'hui, là, on n'envisage pas accueillir des déchets avant 2025, 2030 plutôt.
2025 étant le démarrage à vide de l'installation. 2030, on reçoit les premiers fûts de déchets, mais on est toujours dans une phase exploratoire, une phase pilote. Et c'est en 2035 où on peut vraiment se dire, c'est là que le stockage démarre de façon industrielle à recevoir de façon plus régulière des déchets. Alors, plusieurs reproches sont faits au projet CIGEO, le projet de stockage de déchets à haute activité. Donc, entre autres, les risques d'accident, d'incendie, le fait que les déchets soient transportés en camion par la route. Un accident pourrait avoir des répercussions catastrophiques. Alors, le fait aussi que ça coûte 25 milliards d'euros aux contribuables. Alors, effectivement, c'est un chantier en profondeur et il y a des risques. Alors, qui d'après l'ANDRA devrait être confiné s'il se produisait. Quant au coût, il est étalé sur 150 ans, ce qui revient à 200 millions d'euros par an, soit 1 à 2% sur votre facture d'électricité. Bon après, si vous soutenez pas le projet, je peux comprendre que ça vous les brise un tantinet, hein. Un sujet relativement compliqué et tendu, mais on dirait qu'aujourd'hui, on est sur la solution la moins schlag. Après, faut pas oublier qu'à une époque, la solution la moins schlag, c'était balancer les déchets à la mer, hein. On a étudié pendant 15 ans d'autres solutions. En fait, il y en avait 3. Il y avait le stockage profond, il y a aussi la transmutation, je vais en reparler, et l'entreposage de longue durée. Donc, on a l'ANDRA, mais aussi le Commissariat à l'énergie atomique, ont travaillé pendant 15 ans sur ces différentes solutions. Et au final, il est apparu que le stockage profond était la seule vraie solution, la seule solution pérenne qui permette de nous protéger sur le long terme du danger de ces déchets. La transmutation, pour faire ça simple, en fait, il s'agit de transformer la nature des éléments radioactifs. Donc, on va prendre un élément radioactif qui a une vie très longue et on va essayer de le transformer en un élément radioactif qui a une vie plus courte et qu'on pourrait gérer autrement. Ce que le CEA nous a dit, ou a dit plutôt même à l'ASN, qui est l'autorité de sûreté nucléaire, c'est qu'ils arrivaient en laboratoire à faire de la transmutation, mais sur certains éléments radioactifs. Et quel que soit le développement de cette technique-là, même sur une période de temps assez longue, on ne pouvait pas vraiment envisager de pouvoir traiter tous les éléments radioactifs et on aurait toujours besoin d'un stockage profond. Les deux côtés remettent quand même aux générations futures la responsabilité et les risques de ces projets sur plus ou moins longue durée, vu que l'État prévoit sur une période de 150 ans, tandis que les opposés aux installations voudraient qu'on entrepose ces déchets en surface, le temps de trouver une meilleure solution. Il faut aussi prendre en compte le concept de réversibilité. En gros, on prévoit sur un siècle l'éventualité de revenir en arrière, si jamais on se rendait compte que c'était pas vraiment une idée de ouf au final. Mais le truc, c'est que même si c'est ce qu'on a trouvé de plus safe pour l'instant, on n'est pas à l'abri que des études nous prouvent le contraire dans le futur. Mais dans l'absolu, on n'est pas là pour compter des points, qui a plus raison ou plus tort. On n'est pas là pour discuter de si oui ou non il faut sortir du nucléaire, mais de ce qu'on fait avec les déchets qu'on a déjà produits et qu'on continue de produire. Parce que bon, même si on en sortait, on se retrouverait quand même avec des trucs radioactifs qui mettront des milliers, voire des centaines de milliers d'années pour ne plus être dangereux pour l'homme et l'environnement. Il reste encore beaucoup de questions à poser. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est que ce projet de stockage profond, il n'est pas fait par plaisir. On est plusieurs centaines d'ingénieurs aujourd'hui à travailler sur ce projet-là. Ça fait 25 ans, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on travaille là-dessus. On ne le fait pas parce que c'est rigolo ou c'est intéressant, hein. On le fait avec un objectif d'amener de la sûreté à long terme. On a ces déchets-là, on a produit des déchets, on a profité de l'énergie nucléaire, qu'on le veuille ou pas, et on a une responsabilité. Notre société a la responsabilité de gérer ces déchets et de ne pas léguer les déchets aux générations futures. D'ailleurs, je vous conseille un super documentaire qui s'appelle Into Eternity. Encore une fois, lien dans la description. C'est un docu qui aborde les problématiques que pose ce genre de projet beaucoup plus en détail que moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, si pour vous il y a de meilleures solutions qu'on devrait pouvoir appliquer, ou si, pour l'instant, c'est tout ce qu'on a de mieux sous la main. Si vous avez des sources intéressantes, n'hésitez pas à me les balancer en commentaire. Et s'il vous plaît, je sais que les discussions vont clairement partir en couille, du coup, respectez la vie des autres, et surtout, restez courtois, bordel. Enfin bref. Je devais pas faire une vidéo sur la Réunion, moi ?